Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cours qui est très important. C'est le cours du choc hypovolimique. Et voilà, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne. C'est vraiment important pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien toujours de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Abonnez-vous et c'est parti. Alors, je vous invite à voir le plan du cours. Donc, nous allons commencer avec une petite introduction. Ensuite, on va définir c'est quoi un choc hypovolimique. Pour comprendre c'est quoi un choc hypovolimique et pour comprendre, on doit passer par quelques rappels. Les mécanismes physiopathologiques qui aboutissent à la survenue de ce choc hypovolimique avec les différents stades initiales et compensatrices et les stades les différents stades évolutifs de l'état de choc. Ensuite, les conséquences de ce état de choc, la clinique, la biologie, les étiologies et une petite introduction. Alors l'état de choc, c'est par définition, quel que soit le type de choc, quand on dit un état de choc, premièrement, c'est une urgence médicale dont le diagnostic doit être précoce et exact, d'accord? La reconnaissance est facile, donc les signes sont typiques. Malgré les acquisitions thérapeutiques récentes, la mortalité reste élevée, d'accord? Donc vous voyez les pourcentages élevés de mortalité, notamment dans le choc cardiogénique et le choc septique. Le diagnostic exact précoce permet d'espérer une réduction de la mortalité. Donc toujours, le diagnostic précoce permet d'éviter un certain pourcentage de mortalité. Alors quand on dit un état de choc, état de choc, d'accord, l'état de choc, ça veut dire que c'est une insuffisance circulatoire aiguë, d'accord, de façon brutale et durable, entraînant une hypoperfusion tissulaire, c'est-à-dire que les tissus, quel que soit leur type dans l'organisme, que ce soit le tissu cérébral, que ce soit le foie, que ce soit le rein, que ce soit les poumons, ne reçoivent pas un apport sanguin suffisant pour leur activité et ne reçoivent pas assez de nutriments et d'oxygène, aboutissant à une hypoxie cellulaire, c'est-à-dire la diminution de la concentration en oxygène, que ce soit au niveau du sang ou que ce soit pas au niveau du sang, c'est la concentration qui arrive aux cellules qui est diminuée, d'accord? C'est la concentration qui arrive aux cellules qui est diminuée. Donc, les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène. C'est ça la définition de l'état de choc, quelle que soit l'étiologie. Ensuite, on a plein de types. On a l'état de choc cardiogénique par défaillance de la pompe cardiaque. Donc, la pompe cardiaque, il y a un problème au niveau de la pompe cardiaque et je vous invite à voir mes vidéos sur l'état de choc cardiogénique. Et on a le choc anaphylactique par un sepsis, le choc septique par un sepsis, on a le choc hémorragique. Ça, c'est par une diminution, le choc hypovolimique par diminution de la volémie, c'est-à-dire diminution du liquide du sang, d'accord? Du liquide du sang, d'accord? Du liquide du sang. Et voilà, donc, c'est l'étiologie qui aboutit à la formation de ce choc. Dans tous les états de choc, on a une hypotension artérielle systolique, d'accord, qui est inférieure à 9 ou une baisse d'au moins 30% de la tension artérielle chez un hypertendu connu. Pourquoi? Parce que l'insuffisance circulatoire ou l'hypoperfusion est due à une diminution du débit cardiaque. Une diminution du débit cardiaque, d'accord? Donc, le débit cardiaque est diminué quelle que soit l'étiologie. Donc, la quantité du sang que reçoivent les tissus est diminuée. Et ça, c'est la définition de notre choc. Tant le débit cardiaque est diminué et le débit cardiaque entre dans l'équation de la tension artérielle, d'accord? La tension artérielle, pour mesurer la tension artérielle, le débit cardiaque entre dans cette équation et donc quand on aura une diminution du débit cardiaque, automatiquement on a une hypotension artérielle. Ça, c'est à connaître. La physiopathologie, altération des possibilités d'apport, comme on a dit, d'apport, c'est-à-dire soit le volume du sang qui est diminué, soit il y a un problème au niveau de la pompe cardiaque. Nous, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est seulement le choc hypovolimique. Donc, l'hypotension isolée ne veut pas dire choc et choc ne veut pas dire hypotension. Ça, c'est clair. Donc, l'hypotension qui est isolée ne veut pas dire forcément qu'il y a un état de choc. Et inversement, un état de choc ne veut pas dire forcément une hypotension. Donc, il y a les mécanismes compensatoires qui, dans un premier temps, peuvent, dans certains cas,
laisser la tension artérielle stable. Mais ça dans un laps de temps, et c'est pour ça que dans la majorité des cas, dans le stade initial, même avec compensation, la pression artérielle reste basse. D'accord? Le système circulatoire rapidement comprenne la pompe qui est le cœur, qui va pousser le sang vers les différentes cellules de l'organisme. Le contenu, il va pousser quoi? Il va pousser la masse sanguine ou la volémie, c'est-à-dire le liquide, c'est-à-dire le total du volume qui se trouve au niveau des vaisseaux. C'est ça le volume, comprenant le volume des cellules et le volume du plasma. Et on a le contenu qui est le lit vasculaire. Le lit vasculaire est composé des artères et des veines. Les artères, pourquoi on les appelle résistives? Pourquoi? Parce que ce sont des muscles lisses qui peuvent être stimulés par exemple, l'action de l'adrénaline et peuvent faire une vasoconstriction, c'est-à-dire la diminution, la contraction de ce vaisseau. C'est ça la résistance. Quand je vous dis une résistance systémique, ça veut dire une vasoconstriction, c'est-à-dire une contraction du muscle lisse du vaisseau et donc une diminution du diamètre du vaisseau. D'accord? Et donc notre choc hypovolémique, l'étiologie, c'est l'effondrement du débit par diminution de la volémie. L'effondrement du débit, toujours là, quel que soit le type du choc. Mais le choc hypovolémique est dû à une diminution qui est très très importante de la volémie. Généralement, pour qu'un choc se manifeste, il faut que la perte de la volémie soit 10% ou plus de la volémie pour que le choc s'installe. D'accord? C'est pour ça il y a 3 flèches, c'est-à-dire pas toujours une petite baisse de la volémie peut entraîner un choc. Donc la baisse de la volémie doit être importante, supérieure généralement à 10% du volume du sang. Alors, la volémie, c'est-à-dire le volume sanguin total de l'organisme qui est contenu dans les vaisseaux, d'accord? C'est le volume des cellules et les globules rouges sont les cellules les plus nombreuses parmi les cellules du sang. C'est pour ça les globules rouges plus. Et le volume du plasma, d'accord? La volémie, c'est nous, dans le sang, on a à peu près 5 litres, d'accord, de sang. C'est-à-dire que la volémie est égale à environ 5 litres. D'accord? Et notre débit cardiaque, le débit cardiaque, la définition du débit cardiaque, c'est une définition qui est toujours connue. D'accord? Notre débit cardiaque, donc le débit cardiaque, est égal, donc on peut le nommer par Q. D'accord? Vous pouvez le trouver comme Q ou bien par un D. Est égal, donc le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Ça veut dire quoi un débit cardiaque? C'est-à-dire la quantité du sang livré par les deux ventricules en même temps, ventricule droit et le ventricule gauche, en 1 minute. C'est-à-dire dans une seule minute, combien ou bien la quantité du sang qui est livré par le cœur dans 1 minute, d'accord? Et pour calculer ça, on doit multiplier le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire dans la systole, dans la contraction, quand le cœur fait sa contraction, d'accord? Quand il éjecte le sang, respectivement le ventricule gauche vers l'aorte et le ventricule droit vers l'artère pulmonaire, d'accord? La quantité doit être multipliée par la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est les battements par minute. Donc, on doit multiplier la quantité du sang qui est libérée en un seul battement fois le nombre de battements qui est notre fréquence cardiaque. Pour obtenir notre débit cardiaque. Et dans l'état physiologique, le débit cardiaque est égal à peu près 5 litres par minute. D'accord? Et dans l'état de choc, on a une diminution de ce débit cardiaque, quelle que soit l'étiologie du choc. Donc, dans le choc hypovolémique, le choc cardiogénique, le choc septique, etc. Et n'oubliez pas que le volume d'éjection systolique est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Le volume télédiastolique, ça veut dire quoi? C'est le volume du sang qui est dans le cœur à la fin de la diastole, à la fin du remplissage. À la fin du remplissage, on mesure ce volume et après la systole, il reste un petit volume de sang au niveau des deux ventricules droit et gauche après l'éjection. C'est pas toute la quantité du sang qui est éjectée.
Ça veut dire il reste une petite quantité de volume après la systole. Ça définit le volume télésystolique. Donc après la systole. Télé, ça veut dire après. Télésystolique. Et on doit faire le volume télédiastolique, c'est-à-dire le volume complet, moins le volume qui reste. Et quand on fait ça, on obtient le volume qui est éjecté dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire. D'accord? Et donc, on doit le multiplier par la fréquence cardiaque pour obtenir notre débit cardiaque. Ça, c'est un petit rappel. Notre débit cardiaque dépend de 4 déterminants qui sont essentiels. Il dépend de la fréquence cardiaque. Essentiellement, quand on a une augmentation de la fréquence cardiaque, automatiquement, on aura une augmentation du débit. Parce que le débit est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Ça, c'est le premier déterminant. Le deuxième déterminant, c'est la précharge. Qu'est-ce que ça veut dire la précharge? C'est le volume qui est dans le cœur en fin de diastole, c'est-à-dire en fin de remplissage. La quantité de volume ou bien la quantité de liquide qui se trouve au niveau des deux ventricules s'appelle la précharge. C'est pratiquement, si vous voulez la comprendre comme un volume, c'est le volume télédiastolique. Donc, volume télédiastolique et précharge sont pratiquement des synonymes. Donc, volume télédiastolique à la fin du remplissage ou bien la précharge, ce sont des synonymes. Ça veut dire que ça sous-entend, quand on a une augmentation de la précharge, automatiquement, on aura une augmentation de remplissage et donc on aura une augmentation du débit. Ça, c'est le deuxième déterminant. Le troisième déterminant, c'est la contractilité. Automatiquement, quand on a une augmentation de la contractilité, donc augmentation de volume d'éjection systolique, donc le volume qui est éjecté par le cœur, et automatiquement une augmentation du débit. Ça, c'est le troisième déterminant. Le quatrième déterminant, c'est la post-charge. La post-charge, c'est quoi? C'est les forces qui stoppent le cœur de propulser le sang respectivement vers l'aorte et respectivement vers l'artère pulmonaire. Ce sont des forces qui empêchent que le cœur expulse le sang, et notamment l'une de ces forces, c'est la tension artérielle. Quand la tension artérielle augmente, ou bien quand on a une sténose au niveau de l'artère, au niveau de l'aorte par exemple, c'est une pression qui va empêcher le sang d'aller vers l'aorte, et donc la post-charge est augmentée. Ça sous-entend quand la post-charge augmente, d'accord, donc la résistance augmente, ça diminue le volume qui est expulsé par le cœur, ça diminue le volume extrasystolique. Et quand le volume extrasystolique diminue, le volume d'éjection systolique, désolé, quand le volume d'éjection systolique diminue, donc on aura forcément une diminution du débit cardiaque. Donc notre débit cardiaque dépend de la précharge, du remplissage, de la fréquence, de la post-charge, c'est-à-dire les résistances, et de la contractilité de la pompe cardiaque. Ça, c'est la pompe cardiaque. Maintenant, après ces rappels, donc l'état de choc hypovolimique, c'est un syndrome qui va regrouper les manifestations d'une détériorisation aiguë et durable de l'oxygénation tissulaire, ça c'est la définition du choc, en rapport avec un effondrement du débit cardiaque, ça c'est quelle que soit l'étiologie, la définition du choc c'est ça. Ensuite, pour un cas particulier, c'est l'hypovolimique, ça veut dire que l'état de choc est dû à une chute du volume sanguin total circulant. La volémie est diminuée, d'accord? L'effondrement du débit compromet l'activité métabolique des tissus et donc le fonctionnement de tous les organes. Donc, les manifestations cliniques peuvent être multiples en rapport avec, par exemple, l'hypoperfusion cérébrale. Donc, on peut trouver des signes neurologiques. L'hypoperfusion, par exemple, hépatique. Donc, on peut avoir des manifestations hépatiques, pulmonaires, etc. Cardiaque, même cardiaque, etc. Alors, le mécanisme initiateur. Dans un premier temps, on a une diminution brutale du volume sanguin total suite à une hémorragie, suite à une plaie, suite à une brûlure par perte du plasma, suite à une déshydratation. L'essentiel, qu'il y a une diminution du volume du sang qui circule. Automatiquement, on aura diminution de la pression systémique moyenne, donc diminution de la pression par diminution du volume. Et diminution du retour veineux, diminution de la quantité du sang qui arrive par les veines caves supérieures et inférieures, donc automatiquement diminution de la précharge. Donc diminution du remplissage, donc diminution de la précharge, comme si c'est une diminution du volume télédiastolique, c'est-à-dire le cœur
le remplissage du cœur est diminué. Donc le volume télédiastolique est diminué, automatiquement le volume d'éjection systolique diminue et donc diminution du débit cardiaque. Donc c'est ça le mécanisme. Le mécanisme physiopathologique, c'est ça la relation entre la diminution de la volémie et la diminution du débit cardiaque. Et la diminution du débit cardiaque va causer la diminution de l'oxygénation des différents tissus, aboutissant à un état de choc. Les mécanismes compensateurs. Donc les mécanismes compensateurs visent à compenser l'état de choc, donc à garder la physiologie ou à garder un état normal le plus durablement possible. Et donc les mécanismes compensateurs, les intervenants de dans ces mécanismes de compensateurs est premièrement le système nerveux sympathique. C'est le premier et le principal système compensateur. Le plus puissant système compensateur, c'est le système nerveux sympathique. Ensuite, il y a le système rénine-angiotensine-aldostérone et l'hormone antidiurétique. On va parler de tout ça. Donc, premièrement, la stimulation du système nerveux sympathique. Donc, le système nerveux sympathique, vous savez qu'il y a au niveau de l'aorte et les carotides, il y a des barorécepteurs qui vont être stimulés. Baro, ça veut dire la pression, qui vont être stimulés par la diminution de la pression sanguine suite à l'hypovolémie. Et donc, ils vont être stimulés, et donc, le système sympathique va être stimulé, et donc, il va libérer de la noradrénaline. Et la noradrénaline, vous savez que c'est un puissant vasoconstricteur. Donc, il va induire une vasoconstriction, et donc, il vise à normaliser un petit peu la diminution de la pression artérielle. Stimulation de la glande médulo-surrénale et donc libération des catécholamines. Donc vous savez que la glande surrénale est composée d'une cortico-surrénale et d'une médulo-surrénale. Et la médulo-surrénale va libérer l'adrénaline majoritairement et la noradrénaline qui ont une action puissante de vasoconstriction. Donc c'est ça le système sympathique. Le deuxième système de compensation, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, vous savez que la baisse de la pression au niveau des barorécepteurs des artérioles afférents, donc quand la pression artérielle diminue au niveau de l'artère afférente du rein, le système rénine-angiotensine-aldostérone, il va être stimulé. Donc, au niveau du rein, on a des cellules qu'on appelle juxtaglomérulaires parce que ce sont des cellules qui se trouvent juste à côté du glomérule. Ces cellules juxtaglomérulaires vont libérer de la rénine, d'accord? L'essentiel que le rein va libérer de la rénine. La rénine, il va stimuler la réaction, il va cataboliser l'action de la transformation de l'angiotensigène qui est produit par le foie en angiotensine 1. Je ne sais pas s'il y a un schéma là. Oui. Donc, le rein va libérer de la rénine va transformer l'angiotensigène. L'angiotensigène, c'est une grande molécule protéique de grosse poids moléculaire qui est synthétisée par le foie. Il va stimuler la transformation, donc le rénine transforme l'angiotensigène en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 par l'enzyme de conversion qui est libérée par le poumon en angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, il a différentes actions. L'action la plus importante de l'angiotensine 2, c'est bien la contraction du muscle lisse des artérioles et donc il va augmenter la pression artérielle. Donc le but de système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est d'augmenter la pression artérielle de toutes les manières. Et donc l'angiotensine 2 va stimuler la contraction du muscle lisse, va induire une tachycardie et donc ça augmente la pression artérielle. L'angiotensine 2, il va stimuler la cortico-surrénale à libérer de l'aldostérone. C'est pour ça qu'on appelle système rénine-angiotensine-aldostérone parce que l'angiotensine 2 stimule la cortico-surrénale à libérer de l'aldostérone. Et vous savez, l'action de l'aldostérone, c'est de réabsorber le Na+, c'est-à-dire de réabsorber le potassium, c'est-à-dire de faire passer le potassium des urines vers les vaisseaux. Et c'est une action qui est primordiale. Pourquoi? Parce que les mouvements du liquide au niveau du corps dépendent des mouvements du potassium. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup de potassium qui est dans les vaisseaux, ça veut dire que j'ai beaucoup d'eau au niveau des vaisseaux. Donc, il va stimuler la réabsorption de Na+, et le mouvement d'eau suit le mouvement de Na+, et donc on aura une augmentation de l'eau qui se trouve au niveau du sang, et donc augmentation de la volémie.
Alors, l'angiotensine 2, il va stimuler aussi l'hypothalamus à sécréter l'ADH. L'ADH, on va voir l'action. L'ADH, c'est tout simplement l'action de l'ADH, c'est de réabsorber l'eau des urines vers les vaisseaux. C'est ça l'ADH, et donc augmentation de la volémie. Et l'augmentation de la volémie, ça veut dire une augmentation de la pression artérielle. Tous ces mécanismes visent à augmenter la pression artérielle. D'accord? Et l'angiotensine 2 stimule aussi la sensation de soif, et donc pour boire, donc c'est pour avoir une sensation de soif, et donc augmentation de la volémie, augmentation de la pression artérielle. Donc vous voyez que tous ces systèmes visent à augmenter la pression artérielle. Troisième mécanisme compensateur, c'est l'ADH. L'ADH, son action, c'est au niveau des tubules du rein, et plus pratiquement le tube contourné distal. Donc, il augmente la réabsorption d'eau, et donc une diminution de la diurèse et augmentation de la volémie. Alors, l'état de choc, quel que soit l'étiologie, que ce soit un état de choc cardiogénique ou bien hypovolémique, il passe par différents stades. Alors, le stade 1, c'est le stade de choc réversible. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce stade, il y a les mécanismes de compensation vont intervenir qui vont viser à augmenter le débit, et donc augmentation de la pression artérielle. D'accord? Cette redistribution du débit vers les organes privilégiés se fait donc auprès d'une hypoperfusion tissulaire généralisée. Donc on a dit que le système sympathique ou bien le système de rénine-angiotensine ou bien l'ADH vise à augmenter la pression artérielle. Le système sympathique, quand il fait une vasoconstriction, il fait une vasoconstriction aux dépens des artères précises, notamment les artères splanchniques ou bien les artères rénales, mais les artères du cerveau ou bien les artères du cœur, il ne va pas faire cette vasoconstriction. Pourquoi? Parce que si on fait une vasoconstriction, ça va augmenter aussi l'hypoperfusion des organes nobles. Donc, ce qu'il faut savoir que les organes nobles, notamment le cerveau ou bien le cœur, vont avoir un débit qui est normal. Il n'y a pas cette vasoconstriction qui est périphérique. Cette redistribution du débit vers les organes privilégiés se fait donc auprès d'une hypoperfusion tissulaire généralisée. Donc une hypoperfusion des tissus du derme, une hypoperfusion des tissus de la rate, du foie, du rein, mais la perfusion au niveau du cœur et du cerveau, il n'y a pas cette vasoconstriction. Le chute de la pression capillaire secondaire à la vasoconstriction artériolaire se solde par un ralentissement capillaire, donc marbure cutanée. Donc quand on a une vasoconstriction des artères qui se trouvent au niveau de la peau, donc ça va induire une marbure cutanée. Ensuite, on a le stade 2 qui est le stade encore réversible. Donc la réaction compensatrice initiale ne peut pas être maintenue. Donc on aura un épuisement des mécanismes de compensation, et donc la pression de perfusion tissulaire va encore s'abaisser, entraînant une hypoxie cellulaire et donc une acidose. L'acidose, pourquoi? Parce que quand les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène, ils vont passer à un mode qui est anaérobie. Et vous savez que le mode anaérobie produit un acide qu'on appelle l'acide lactique. Et l'acide lactique, selon l'équation, donc là vous savez que le pH est égal à la concentration du bicarbonate sur la pression artérielle en CO2 fois une constante qu'elle n'est pas vraiment importante. Et donc l'acide lactique, il va consommer le bicarbonate. C'est ça l'action du bicarbonate, c'est de tamponner l'acidité. Donc l'acide lactique, il va consommer les bicarbonates, donc on aura diminution du bicarbonate, et donc on aura une diminution du pH, et donc finalement c'est une acidose qui est métabolique. Donc c'est une acidose qui est causée par la diminution du taux de bicarbonate au niveau du sang. Stade 3 qui est un stade généralement irréversible parce que c'est un stade où les lésions vont apparaître. Ça veut dire que l'hypoxie cellulaire va endommager notamment le cerveau, le rein, les alvéoles, le tissu myocardique, le foie, d'accord? Donc on aura une nécrose du foie, et donc ça c'est un stade qui est lésionnel. Donc l'anoxie de l'endothélium capillaire, donc des capillaires, va provoquer une extravasation plasmatique qui va
encore aggraver l'hypovolémie. Et l'hypovolémie va entraîner une hémoconcentration. Ça veut dire que les globules rouges qui ont été dans un volume qui est plus large, là, le volume, quand il diminue, la concentration des globules rouges diminue, donc augmente. Donc l'hématocrite augmente et donc ça favorise la stagnation et ça favorise aussi un état de CIVD, de coagulation intravasculaire disséminée. Donc ça favorise la formation de caillots. Donc, on peut avoir aussi des nécroses hépatiques, nécrose du bol rénal par hypoperfusion. Dans un premier temps, on aura une insuffisance rénale fonctionnelle par diminution de la volémie. Et dans un second temps, quand les cellules du rein ne reçoivent pas assez de sang, ça devient une insuffisance rénale qui est organique. Ça veut dire par détériorisation du rein lui-même. Et donc, on aura une nécrose qui est irréversible. L'hémorragie et l'œdème alvéolaire pulmonaire par altération de la membrane alvéolo-capillaire, fuite du sang, fuite du plasma vers les alvéoles et donc on peut aussi avoir un œdème alvéolaire, une ischémie du tissu du myocarde qu'on appelle une souffrance ou bien une nécrose du tissu myocardique, d'accord, par une insuffisance coronaire qui est fonctionnelle. Ça veut dire quoi une insuffisance coronaire fonctionnelle? Ça veut dire que, donc là, vous avez, c'est une insuffisance coronaire fonctionnelle, ça veut dire que c'est une diminution du débit du sang ou bien la quantité du sang qui se trouve au niveau des artères coronaires qui irriguent le tissu myocardique. Fonctionnel, ça veut dire par diminution de la volémie. Ce n'est pas une insuffisance coronaire organique par un caillot qui se trouve au niveau des artères coronaires. C'est purement fonctionnel par diminution de la volémie. Et l'évolution est rapidement irréversible. Donc là, on a deux phases du choc hypovolémique, ou bien quel que soit le type du choc, ça passe par deux phases distinctes. Donc on a premièrement la phase initiale, ensuite la phase secondaire. La phase initiale, ça veut dire quoi? Quand les mécanismes de compensation interviennent. Quand les mécanismes de compensation interviennent, bien sûr, la pression artérielle, je vous ai dit, elle reste basse, mais pas vraiment basse. En comparaison avec la phase qui est secondaire. Donc, diminution de la pression artérielle. Donc, quel que soit le type de choc, c'est une diminution de la pression artérielle. Ça, c'est constant parce que les mécanismes de compensation, quel que soit le mécanisme de compensation, ne peut pas rendre la pression artérielle aussi normale que possible. La fréquence cardiaque dans la phase initiale, elle est augmentée, donc on a une tachycardie. Pourquoi? Parce que c'est l'action de la noradrénaline et l'adrénaline. Donc en plus de l'action vasoconstrictrice, on a l'action qui est augmentation de la contractilité. Donc c'est pratiquement la noradrénaline. Donc c'est pratiquement l'adrénaline qui a une action qui est vraiment... elle augmente la fréquence cardiaque. Donc la pression vasculaire centrale, elle est diminuée. Ça, c'est logique. Le débit cardiaque est diminué par définition du choc et les résistances artérielles systémiques sont augmentées. Pourquoi? Parce qu'on a une vasoconstriction. Dans les stades secondaires où les mécanismes de compensation sont altérés, la pression artérielle est encore diminuée. On n'aura plus une tachycardie, mais au contraire une bradycardie. La pression vasculaire centrale reste diminuée. Le débit cardiaque est diminué et les résistances systémiques sont toujours diminuées. Donc, ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que les mécanismes de compensation vont agir sur la fréquence cardiaque et sur les résistances artérielles systémiques. Quand ils agissent, ils vont augmenter la fréquence cardiaque, ils vont augmenter la résistance artérielle systémique. Mais la pression artérielle reste toujours basse et c'est ça la similarité entre les deux phases initiales et secondaires. Donc les deux phases initiales et secondaires, quelle est la différence? C'est au niveau de la fréquence cardiaque et au niveau des résistances artérielles et systémiques seulement. Alors, on va voir un petit peu les conséquences de l'anoxie cellulaire, c'est-à-dire la diminution de l'oxygène qui arrive aux cellules et de chute de débit cardiaque. Donc finalement, c'est les conséquences tout court de choc hypovolémique. C'est les conséquences de l'état de choc. Premièrement, on a un retentissement hépatique qui est généralement précoce. Donc, quand les cellules hépatiques ne reçoivent pas assez de sang, donc ils vont s'auto-lyser. Donc, on aura une cytolyse de ces cellules, libération des enzymes avec la cytolyse, les enzymes hépatiques. Donc, on aura augmentation des transaminases
Diminution de la synthèse et la capacité d'épuration et de détoxication. On sait que le foie a le rôle d'épurer le sang du bilirubin, et quand cette fonction est détériorisée et quand cette fonction est perdue, donc on aura une hyperbilirubinémie non conjuguée. Hyperbilirubinémie non conjuguée. Et on sait que le foie assure la synthèse de pas mal de facteurs de coagulation, donc on aura chute de facteurs de coagulation. Retentissement sur le rein, dans un premier temps, je vous ai dit que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle par diminution du volume du sang qui arrive au niveau du rein, mais dans un deuxième temps, à cause de la nécrose des cellules du rein, donc on aura une insuffisance rénale aiguë, organique qui va s'installer par nécrose des cellules du rein. Les troubles de l'hémostase à cause de l'hémoconcentration, et donc on aura une CIVD, parfois thrombopénie isolée, parfois chute du TP. L'essentiel, l'état de choc hypovolimique peut causer une CIVD, le retentissement digestif aussi, et la clinique. Cliniquement, le choc associe des signes d'hypoperfusion tissulaire. Donc hypoperfusion cérébrale, hypoperfusion hépatique, hypoperfusion pulmonaire, hypoperfusion digestive, des signes de compensation physiologique, donc les mécanismes de compensation, habituellement une hypotension artérielle dans tous les cas. Il s'agit d'un choc dit froid, parce qu'il associe des signes de marbrure, surtout au niveau des genoux, parce qu'on aura une vasoconstriction, donc ça ce sont des signes de compensation, des extrémités qui sont froides, cyanosées, pâleur, hémorragie extériorisée. La pâleur, c'est en rapport avec la cause du choc. Quand la cause du choc est hémorragique, donc on peut avoir une pâleur, une hypotension artérielle toujours, des signes pulmonaires en rapport, pourquoi pas, avec l'altération du fonctionnement du poumon ou bien un œdème. La polypnée est causée aussi par l'acidose métabolique. Donc, quand on a une diminution du pH, pour garder le pH stable, il faut aussi diminuer la pression artérielle en CO2. Donc, on doit diminuer la pression artérielle en CO2 pour garder le pH stable. Et donc, une polypnée s'installe pour diminuer la pression artérielle en CO2. On peut aussi avoir des signes rénaux et des signes neurologiques en rapport avec la diminution de la perfusion du cerveau, notamment une agitation ou torpeur. On peut avoir aussi des signes en rapport avec l'étiologie, c'est-à-dire la diminution de la volémie et l'étiologie de ce choc. Donc, une pâleur s'il y a une hémorragie, des signes de déshydratation s'il y a une déshydratation, des signes liés aux brûlures, etc. Les brûlures, ils causent généralement une diminution des protéines du sang. Et quand on a une diminution du protéine du sang, ça favorise la fuite de liquide ou bien du plasma du sang vers le milieu extravasculaire, et donc ça induit une hypovolémie et ça cause le choc. La biologie, le choc va obliger les cellules à passer vers un mode anaérobie, donc on aura une hyperlactatémie, donc supérieure à 2 millimoles par litre, une anémie s'il y a une hémorragie, une hématocrite s'il y a une déshydratation. La fonction rénale est altérée par une insuffisance rénale fonctionnelle, donc on peut avoir une urée sanguine qui est augmentée, la créatinémie qui peut être normale ou augmentée. Un état d'hypoxémie, une acidose qui est métabolique, une hyperglycémie à la phase initiale grâce aux mécanismes compensateurs, notamment l'adrénaline qui ont une action aussi l'aldostérone, l'adrénaline qui ont une action aussi hyperglycémiante, et aussi on aura une hypoglycémie dans le stade tardif. Ensuite, on va parler un petit peu des étiologies. Donc, le choc hypovolémique est dû à une à une diminution de la volémie. On sait que la volémie est composée du plasma, des électrolytes et les globules rouges pratiquement beaucoup plus, qui ont un volume très important par rapport aux autres cellules. Et donc, l'hypovolémie vraie, c'est-à-dire une perte réellement du volume du sang,
peut être la conséquence d'une perte soit du sang, c'est-à-dire plasma et les globules rouges, ce qu'on appelle les hémorragies, ou bien du plasma seulement, plasma qui est fuite du plasma du milieu vasculaire vers le milieu extravasculaire, comme c'est le cas dans les brûlures par hypoprotédémie, ou bien une perte d'eau, ou bien une perte des électrolytes. Quand on a une perte de sodium par exemple, automatiquement l'eau suit les mouvements du sodium et donc on aura une hypovolémie. L'hypovolémie relative est la conséquence d'une vasoplégie. L'hypovolémie relative, ça veut dire que c'est une hypovolémie en relation avec le diamètre du vaisseau. Ça veut dire dans un premier temps, le vaisseau a un diamètre qui est physiologique. La volémie est compatible avec ce diamètre. Quand on a une vasoplégie, ça veut dire une vasodilatation, le volume qui est dans un premier temps suffisant va apparaître comme diminué quand le diamètre du vaisseau augmente par vasodilatation. C'est ce qu'on appelle l'hypovolémie relative. Ce n'est pas une hypovolémie vraie. L'hypovolémie vraie veut dire une diminution du volume du sang. Mais dans l'hypovolémie relative, le volume reste stable, mais c'est le diamètre qui augmente, du vaisseau qui augmente. Donc, le choc hypovolémique vrai, notamment en cas d'hémorragie, quelle que soit l'étiologie, hématémèse, hémoptysie, métrorragie par donc le sang qui vient de l'utérus, méléna, hématome, etc. Les hémorragies non extériorisées qu'on appelle les hémorragies internes, donc intrathoracique, hémothorax, donc entre les deux feuillets de la plèvre, une dissection de l'aorte, une rupture de la rate, une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, ce qui va causer une hémorragie rétropéritonéale, une rupture du fémur, une fracture du bassin, un ulcère gastro-duodénal, etc. ou bien un tableau d'hémolyse. Le choc hypovolémique peut être dû aussi à une déshydratation aiguë par perte hydrosodée, par perte de sodium et donc perte d'eau automatiquement. Donc origine rénale polyurie osmotique par perte de nombreuses électrolytes, le diabète insipide, un syndrome de levée, le diabète insipide, on a une diminution ou bien une inhibition ou bien une résistance à l'action de l'ADH, d'accord? Et quand on a une résistance à l'action de l'ADH ou bien une diminution de la diminution de l'hormone de l'ADH, la diminution de la sécrétion de l'hormone de l'ADH, on aura une perte de l'eau avec les urines parce que l'ADH fait une réabsorption de l'eau vers le sang. Donc on aura une perte de l'eau, automatiquement perte des ions et une déshydratation. Origine extra-rénale, surprofuse, diarrhée intense, vomissement, les pancréatites, les péritonites, tout ce qui peut causer une perte des électrolytes et donc une déshydratation. Ou bien en rapport avec une hypoprotédémie, donc diminution des protéines qui se trouvent au niveau du sang, et automatiquement le plasma va fuir du secteur intracellulaire, intravasculaire vers le secteur extravasculaire, notamment dans les brûlures, le syndrome néphrotique par perte de protéines par le rein, notamment l'albumine, la dénutrition sévère par diminution d'apport en protéines. Ensuite, on a le choc hypovolémique relatif, c'est-à-dire par une vasodilatation. Tout ce qui peut causer une vasodilatation, notamment le choc anaphylactique par la pénicilline, les toxiques peuvent causer une vasodilatation, les molécules qui inhibent le système sympathique, les vasodilatateurs, les traumatismes médulaires, le choc septique, tout ça va causer une vasodilatation et donc un choc hypovolémique. Comme conclusion, l'état de choc est une urgence vitale dont l'évolution est toujours fatale en absence de traitement. Le pronostic est conditionné par la précocité de la prise en charge et le nombre de défaillances d'organes. Et de préférence, on doit agir dans les stades initiaux de l'hypovolémie, de l'état de choc, quelle que soit l'étiologie, pour ne pas arriver au stade irréversible. C'est la fin de notre cours. J'espère que la vidéo était bénéfique pour vous. Et voilà, à la prochaine.